Émergence de l'État au Moyen Âge, conférence passerelle du 26 novembre 2012 par Guy Perrin, agrégé d'économie et conférencier à l'Université catholique de Lyon. Alors nous sommes ici dans l'histoire des formes de pouvoir pour parler de la formation de l'État au Moyen Âge. Alors, il y a quelques préalables que je souhaite reprendre. Si je parle trop vite, surtout vous me faites signe de ralentir. Quelques préalables qu'il faut reprendre. D'abord sur nos habitudes de vocabulaire. Le Moyen Âge, c'est un terme qui vient d'historiens allemands du 19e siècle et on s'est calé sur eux pour appeler les périodes. Alors pourquoi le Moyen Âge ? C'était l'âge moyen qui était borné par le grand empire romain, de forme politique. Alors les historiens allemands, c'est d'origine prussienne, donc il y a forcément une référence pour l'État. Donc le grand empire romain. Bon. Et puis ensuite il y a la Renaissance, c'est quand on découvre l'Apollon du Belvédère, qu'on redécouvre les formes des proportions grecques, et que dans le fond, peu à peu, va s'inventer la monarchie absolue. Alors on sent leur fascination, peut-être leur névrose, dans l'expression même Moyen-Âge, qui n'a strictement aucun sens, bien entendu. Le Moyen-Âge, bien au contraire, a été une série de renaissances, qui ont été des renaissances d'abord et avant tout politiques et de l'État, et c'est ce dont nous allons parler, et des renaissances, bien entendu, artistiques à plusieurs reprises également, et des renaissances religieuses. Donc il faut rompre totalement avec la notion de Moyen-Âge, il y en a qui voulaient encore s'y accrocher d'ailleurs, et voir au contraire une série d'âges caractérisés par leur génie propre, et qui culminent véritablement au XIIIe siècle, là où commence vraiment à émerger l'État au sens moderne du terme. Et effectivement, quand nous disons État, on a une connotation qui est très stratifiée par les âges successifs de l'État. Et puis, comme nous vivons 2 siècles après Hegel, nous sommes marqués, toujours nos amis allemands, par le sens de l'histoire. C'est-à-dire que, évidemment, l'histoire nous apparaît toujours comme téléologique, orientée vers un but qui est l'État moderne, cet État abstrait de la démocratie qu'a magnifiquement décrit quelqu'un comme Claude Lefort, le lieu du pouvoir est vide, l'abstraction, les pures procédures, les hommes substituables, etc. C'est une création, bien entendu, ultra-moderne, et on peut parler d'État. Dans le fond, il faut se rabattre sur la définition de Max Weber, là où il existe un organisme qui, régnant sur un territoire, exerce le monopole de la violence légitime. Voilà. C'est l'État. Dans sa définition la plus simple, bien entendu. Cela n'arrive que très tardivement, à la toute fin de la période que nous appelons le Moyen-Âge. Ça démarre véritablement au XIIIe siècle, mais en vérité, le XIIIe siècle est lui-même une renaissance. L'État, donc moderne, au sens que Weber a défini, a donné, est un petit peu un miracle, si on regarde l'histoire comme le droit administratif est un miracle, ceux qui ont fait du droit le savent, puisque il procède du moment où l'État accepte lui-même de se soumettre au droit, même si c'est un droit qui est fait pour lui, enfin dans la tradition française, en tout cas en 1873 avec l'arrêt Blanco. Ceux qui ont fait du droit connaissent ça par cœur, évidemment. Le droit administratif est un miracle parce que justement le pouvoir accepte de passer par les voies du droit. Bon. Et de fait, l'État en Occident est quelque peu miraculé. Il est miraculé parce qu'il a dû naviguer entre plusieurs icebergs ou entre plusieurs volcans. Le premier de ces volcans, c'est d'abord la conception impériale, dont il faut parler en premier, et qui est une conception de l'État, mais qui aurait fort bien, eût-elle réussi, empêché de donner un tout autre sens à l'histoire européenne et empêcher l'émergence des États-nations qui sont la forme moderne sous laquelle nous vivons encore de l'État. Ça, c'est le premier obstacle, en quelque sorte, la première forme, qui est elle-même un État, mais très très particulier, pas encore l'État moderne, et qui aurait très bien pu étouffer la naissance des États-nations. Bien sûr, le deuxième écueil pour l'État moderne, le deuxième iceberg ou le deuxième volcan, ça a été la hiérocratie, c'est-à-dire la théocratie pontificale. L'idée que tout pouvoir procède de Dieu, ça c'est pas très nouveau, mais qui doit être sanctifié, qui doit être sanctionné par le pape.
le pape s'est installé comme roi des rois, comme empereur des rois, comme souverain suprême. Et puis c'est une aventure qui dure quand même quelques siècles et qui là aussi, on y reviendra, aurait pu faire prendre une toute autre forme à l'histoire européenne. Et entre ces deux écueils naît un peu miraculeusement, très petitement au début, mais avec une affirmation assez continue quand même, l'État, au sens contemporain du terme, au sens weberien du terme, qui se fera petit à petit, disons à partir du XVIe siècle, État-nation, c'est-à-dire forme moderne de l'État. Ça m'amènera dans un troisième point à poser des questions un peu inhabituelles que je ne veux pas rendre trop solennelles, mais dans le fond, ce thème incite à réfléchir à ce qu'est le pouvoir. Et l'émergence de l'État au Moyen-Âge et la définition médiévale de l'État, de la monarchie du Moyen-Âge, incite à penser ce qu'est le pouvoir. On est très loin, quand on dit monarchie, alors là aussi c'est pareil, on a une mémoire stratifiée, pour le coup hyper polluée, par le thème de la fois prochaine, qui est celui de la monarchie absolue. Quand on dit monarchie, on voit Louis XIV et la monarchie absolue. Alors on est aux antipodes de ça, je vous le dis tout de suite, ça viendra vraiment très longtemps après, dans une forme tout à fait différente de l'exercice du pouvoir, de sa philosophie sous-jacente, etc. Donc la monarchie médiévale, elle incite vraiment à poser la question, je crois, d'une brûlante actualité de qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce qu'un pouvoir qui réussit. Cette période aussi est à mon avis d'une savoureuse ironie, on verra pourquoi, ça n'a pas l'air comme ça, quand on parle de l'émergence de l'État au Moyen-Âge, on ne voit pas tellement l'ironie apparaître, et pourtant je crois qu'il y a une ironie historique assez extraordinaire dans cette période, et ça nous incite à penser dans le fond, qu'est-ce que l'histoire ? Alors c'est pareil, je ne vais pas en faire une conférence de philosophie solennelle et pontifiante, mais vraiment il y a quand même des retournements qui incitent à réfléchir à la philosophie de l'histoire de manière assez prenante. Et puis il y a une troisième question, est-ce que les formes d'État, c'est ce que semble montrer cette histoire, sont dépassables, c'est est-ce que nous sommes voués à l'État-nation pour l'éternité? Est-ce qu'on peut essayer de penser un au-delà de la forme actuelle dans laquelle s'exerce le pouvoir, qui est fondamentalement l'État-nation. Alors déployons, si on veut bien, ce modeste programme. D'abord et avant tout, l'État médiéval, il procède de l'Empire. L'Europe garde un souvenir extraordinaire de l'Empire romain. Il faut bien le dire, justifié. L'Empire romain est un État, alors là absolument au sens weberien, vraiment une institution extrêmement efficace qui assure la cohésion d'un ensemble absolument fantastique. Enfin, si on réfléchit à l'Empire romain, c'est extraordinaire comme forme politique, la plus extraordinaire de tous les temps à mon avis. Sur le pourtour de la Méditerranée, la carte n'est pas du tout sur cet objet, mais enfin l'Empire romain, ça s'étend de la Bretagne, la Grande-Bretagne, tout autour de la Méditerranée. Ça comprend un moment la Dacie. On va te l'agrandir un peu. Oui, tout le pourtour de la Méditerranée. Tu peux pas faire ça parce que tu vas sortir du cadre. Il faut passer par le zoom. C'est la seule Pourquoi fois tu vas sortir du cadre? Tu vas voir. Ah, mais c'est parce que tu Ça l'as pris avec paraît, un ça. nouveau truc. On va te l'ouvrir avec autre chose parce que. Ah, là, c'est C'était long, sorti quoi. du cadre. Ouais, mais vaut mieux l'agrandir parce que derrière on voit vraiment pas grand chose. Non, mais on va te le. Ça n'existe pas parce que c'était un livre. Moi j'aime les photos. C'était dans photo? Non, Non, Guipérin. Guipérin. C'était laquelle? Mon Je sais pas, là, On va te l'ouvrir avec. Si tu veux soutenir là, Comme ça, là, normalement. très bien. Tu peux même faire en diaporama. Comme ça, tu auras juste à appuyer sur un. Oui, c'est Voilà. bien. Très bien, merci. Comment tu fais réapparaître le défilement? Le défilement, là, Tu mets juste la flèche de droite si tu veux passer à celle de droite. D'accord. Je vais essayer de me débrouiller. Donc oui, c'est la forme de l'Empire. Alors cet Empire romain, donc, il s'est étendu quand même sur la mer entre les terres, la Méditerranée, la Mare Nostrum, et il a consisté en, dans le fond, un réseau si efficace qu'il s'est contenté d'exister, pas du tout par l'oppression. Nos ancêtres, les Gaulois, ça me fait toujours rire, parce que nos vrais ancêtres sont les Romains, bien entendu, nos ancêtres les Romains, pas du tout par l'oppression, mais par un réseau de villes
entre lesquels s'étendaient des routes, et par une romanisation des élites, les peuples vivant absolument comme ils voulaient. Le tout assure un ordre d'un tel prestige, un ordre qui fonctionne si bien que les barbares veulent y rentrer. Là encore, la notion de la déferlante des barbares, elle est vraie à certaines périodes, à partir de 235, la mort de Septime Sévère, et puis jusqu'à la fin, jusque vers 275. Et puis après, il y a d'autres modes d'entrée dans l'Empire. Il y a la négociation, il y a le faux et douce, il y a le contrat. Puis souvent, quand on entre dans l'Empire, on en devient le défenseur, parce que l'empereur vous demande de défendre la limite de l'Empire. Donc ça laisse au peuple un souvenir extraordinaire d'organisation, d'ordre, d'État fondé sur le droit, et d'ailleurs le droit qui s'appuie sur une très solide bureaucratie, ça devient vraiment un régime bureaucratique à partir de Dioclétien, 284-304, et donc ça laisse vraiment un souvenir. Et puis ça s'effondre, l'Empire romain d'Occident, ça fait l'objet de la cité de Dieu d'Augustin, de Saint Augustin, puisqu'en 410, Rome est mise à sac par Alaric. Alors un historien a eu cette formule merveilleuse, il dit c'est une sorte de juin 40, côté français, mais à l'échelle mondiale. Et c'est exactement ça, et Saint Augustin se dit, mais comment se fait-il que cet empire, devenu chrétien, manifestation évidente de la volonté du Seigneur, s'effondre? Eh bien c'est parce qu'il y a deux cités, la cité de Dieu et la cité terrestre, et elles doivent être distinctes. Et il en tire des tas de conclusions politiques qui, si elles sont outrées, peuvent donner lieu à une forme de pessimisme politique, ce qu'on appelle le plus souvent l'augustinisme politique. Bon. Donc ça laisse un souvenir tout à fait extraordinaire. L'Empire romain d'Occident est définitivement supprimé en 476, personne ne s'en est aperçu, parce que ça rendait plus beaucoup de services, à vrai dire. Ce qu'on appelait le bas empire rendait encore beaucoup de services à partir du 5e siècle, les services que rend la structure, donc ça s'est dissous déjà dans des royaumes barbares, l'Empire romain disparaît dans une forme d'indifférence générale à la fin du 5e siècle. Il disparaît en Occident, mais il se maintient en Orient. Et puis après bien des aventures, alors c'est ça qu'on appelle le Moyen-Âge. Nos amis allemands, historiens du 19e, ont dit l'Empire s'effondre. Alors ils en avaient une vision très romantique. Les barbares ont déferlé, tout a cassé, craqué un beau jour, à force de pression sur la porte. Les peuples barbares, d'ailleurs on les appelle les Vandales, c'est pas par hasard. Enfin bon, tout ça est très légendaire, bien entendu. Il y a toute une dimension, là encore, très 19e dans cette histoire-là. Mais le souvenir est demeuré. Et dans le fond, au-delà des royautés barbares, l'idée que les peuples de la chrétienté, les peuples chrétiens soient unis sous une seule férule, un seul règne, est conservée. Elle est conservée, bien entendu, dans ce conservatoire de la culture antique qu'est l'Église catholique. L'Église catholique est l'héritière, la légataire universelle de l'Empire romain, sur le plan de ses structures dans lesquelles elle s'est coulée, sur le plan de son vocabulaire. Le pape a même repris le titre du chef de la religion romaine, Pontifex Maximus, le grand pontife, pontife suprême. Elle a repris les dates et les fêtes de la religion romaine, puisqu'elle a fait la fête du Sol Invictus, du soleil invaincu, qui est devenu vraiment un culte à partir de l'empereur Aurélien en 275, la fête de Noël, elle a christianisé les fêtes païennes, etc. Donc elle est vraiment l'héritière de l'Empire romain, et elle conserve la mémoire de cette forme extraordinaire qui, à partir du moment où elle a été christianisée, est devenue son rempart, est devenue l'occasion pour elle de répandre son message, puisque la création du christianisme, la fondation du christianisme par saint Paul, n'est pensable que dans un espace unifié culturellement et politiquement, dans une paix civile qui lui a permis, dans le fond, d'aller prêcher, de créer des chrétientés un peu partout autour de la Méditerranée. Donc il y a l'idée de faire renaître cet empire. Et l'occasion s'en présente qui est une occasion à plusieurs étages, avec une dynastie de francs occidentaux, que l'on appellera plus tard les Carolingiens. Et ces Carolingiens, ils sont dirigés par un homme à poigne, dans les années 750, qui s'appelle Pépin, qu'on appellera Pépin le Bref, qui est le père de Charlemagne. Et Pépin le Bref est un homme énergique, qui est maire du palais, si vous voulez, grand vizir ou premier ministre, d'un roi mérovingien. Et puis un jour, il interroge le pape et il lui dit: qui faut-il appeler roi ? Celui qui a l'apparence du pouvoir ou celui qui l'exerce vraiment? Il veut dire moi. Alors le pape, à l'occasion, est très assailli dans son Italie au milieu du 8e siècle, on ne fait pas l'histoire détaillée, et il a besoin d'un protecteur. Et il appelle Pépin le Bref à la rescousse. Et il lui répond d'ailleurs, coup double pour le pape.
Il dit, celui qu'il faut appeler roi, c'est celui qui exerce le pouvoir réellement. Je t'autorise donc, dit-il, à enfermer ce roi, fainéant, mérovingien, on l'appelle pas comme ça évidemment, dans un monastère après l'avoir tondu. Alors, la royauté des Mérovingiens était liée à leur longue chevelure, au pouvoir magique, et donc l'enfermer dans un monastère et le tondre, c'était, dans le fond, le renverser. Donc le pape fait coup double. D'abord, il s'assure une protection, avec la dynastie carolingienne, avec Pépin le Bref, et deuxièmement, il affirme que le pape a le pouvoir de déposer des rois. Je reviendrai à cette idée un petit peu plus tard. Et c'est l'occasion de la recréation, peu à peu, d'un État impérial sur l'Europe occidentale. D'abord, le pape y gagne, enfin croit-il, ça me rappellera aussi tout à l'heure des réflexions sur l'histoire, le pape y gagne, toujours pas, des États pontificaux. Ah non, il ne fallait pas le faire. Si, parce qu'attends, je vais voir là ce que je voulais. Donc, il gagne des États pontificaux, voilà, qui... est-ce que je peux aller plus loin? Oui, il y en a un peu trop. Excusez-moi. C'est pas extrêmement commode, quand même, ce système, il faut bien le connaître. Donc, la création de l'État pontifical. Cet État pontifical, je peux pas faire mieux. Tu veux le remettre comme tout à l'heure? Non. D'accord, bon, on laisse comme ça. Merci. Donc cet État pontifical, il est en fait créé dans les années 750-753 par la réunion, en partie par la force, en partie par des dons, par des conquêtes, en partie par un système de vassalité, par Pépin le Bref, et remis au pape. Donc pour plus de 1000 ans, pour un millénaire et 100 ans, le pape se retrouve souverain temporel à une base terrestre, les États pontificaux. En échange, si l'on ose dire, le pape voit à travers les Carolingiens et la montée de leur puissance, la victoire sur les Lombards, l'occasion de recréer l'Empire romain d'Occident. Et c'est ce qu'il fait. Et on peut dire que toute l'histoire occidentale elle est traversée par cette notion de renaissance périodique d'un ensemble intégrateur. En l'occurrence, peut-être ça se produit encore de nos jours, en l'occurrence, dont la première forme de renaissance est l'Empire carolingien. Comme vous le savez, le 25 décembre 800, Charlemagne est couronné empereur d'Occident, au mépris des droits de l'empereur d'Orient, qui se croyait le seul, mais qui ne l'était plus. Et Charlemagne a dit par la suite que s'il avait connu le projet du pape exact, il ne serait pas rentré dans cette église. Mais il a été couronné empereur d'Occident. Et il se voit consciemment, et on le voit à l'époque, comme le restaurateur de l'Empire romain d'Occident, précisément. D'où l'immense prestige, évidemment, de la dynastie carolingienne. L'Empire romain, c'est la première forme d'Europe. Et l'Empire carolingien, c'est la première forme d'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Empire carolingien? C'est un État qui est, on dirait aujourd'hui, plurinational, qui n'a pas une base ethnique ni territoriale, qui intègre plusieurs royaumes dans le concept d'un pouvoir unificateur de tous les chrétiens. Donc c'est un ensemble uni, c'est typiquement européen, non par des liens ethniques, mais par les liens conceptuels, j'ose dire, des liens religieux, unis autour d'une foi commune. Et donc, tout à fait sans base territoriale particulière, sans base ethnique particulière, même s'il se trouve que le groupe dirigeant, c'est le groupe des Francs. Cet empire carolingien, première forme de renaissance de l'État occidental, il présente plusieurs caractéristiques. D'abord, il est patrimonial. L'État est la chose du prince. Dans la première forme d'État. C'est-à-dire qu'on parle, par exemple, Alcuin, le conseiller de Charlemagne, conseille à Charlemagne de gérer sa maison. Alors il y a des degrés de la maison. De même qu'il doit gérer sa femme, ses enfants, sa domesticité, de même il doit gérer ses terres. Donc il y a un aspect patrimonial. Cet aspect patrimonial restera jusqu'au bout la définition de l'État en Russie. En Occident, au contraire, on peut parler, dans la création de l'État, d'une marche vers l'abstraction de la notion d'État. Au départ, c'est la propriété des princes. Peu à peu, on verra un peu par quel chemin, parce qu'on ne peut pas les détailler tous, la notion d'État se détache de la personne et de la propriété du prince. Ça culminera, les Anglais inventent ça en réalité, dans le concept des deux corps du roi, au XVIe siècle, qui ensuite pavera la voie à une autre conception de l'État. Donc cette première résurrection, c'est donc un État patrimonial. C'est un État qui est, selon le droit franc, héréditaire avec partage. Il n'y a pas de droit d'aînesse dans la monarchie carolingienne. Ce sera d'ailleurs un très grave problème. Les possessions des Francs sont divisées entre les enfants mâles.
Donc il y a l'habitude de la division des royaumes. Là, il faudra très très longtemps pour que cela change. Et c'est un État, bien entendu, qui revêt d'emblée un caractère sacré. Le roi carolingien, l'empereur carolingien, quand on interroge les intellectuels de l'époque, ils répondent que le roi est un clerc. Il fait partie du clergé. C'est un évêque de l'extérieur. Il y a d'emblée un caractère lié au sacré, sacré dans l'exercice du pouvoir de la monarchie. Ça vient de cette doctrine, alors, qui a empoisonné tout le Moyen-Âge, enfin empoisonné, oui, qui a été aussi sa richesse, mais qui a beaucoup créé de conflits au Moyen-Âge, qui est la théorie des deux glaives. Le pape Gélase reprend les paroles de Saint Luc, enfin, l'évangile de Saint Luc, en écrivant à un empereur romain d'Orient, Anastase, en 494, et il lui dit qu'il y a dans le monde deux glaives institués par Dieu lui-même. Selon les paroles du Christ dans Saint Luc, quand un des disciples tire son épée du fourreau pour défendre le Christ arrêté, tranche l'oreille d'un soldat venu l'arrêter, et il lui dit « Seigneur, il y a deux glaives », et le Christ lui répond « Oui, cela suffit ». Et il lui ordonne de remettre l'épée au fourreau, et il répare l'oreille du soldat blessé. Alors, de cette doctrine, Gélase, pape, à la fin du 5e siècle, tire l'idée qu'il y a deux glaives institués par Dieu. Il y a le glaive temporel, qui est là pour défendre l'Église, et dont c'est toute la légitimité, qui est là pour étendre les royaumes et le domaine de la chrétienté, et puis, donc il est là pour exercer la force, et puis il y a le glaive temporel, le glaive spirituel, pardon, qui est la force spirituelle qui passe concrètement par le pouvoir d'excommunier, c'est-à-dire par le pouvoir d'exclure du domaine de la chrétienté. Ces deux glaives ont été institués par Dieu. Alors tout le Moyen-Âge et l'état ne pourra naître qu'au moment où cette querelle aura été tranchée, en vérité par l'indifférence, est plein de la querelle entre peut-on considérer que le glaive spirituel est supérieur au glaive temporel, et que le glaive spirituel, le vicaire du Christ sur terre, le pape, dispose du pouvoir de faire et de défaire les rois, auquel cas ça nous fera signe vers la hiérocratie, ou au contraire, y a-t-il deux glaives tout à fait autonomes? Le pouvoir royal existait avant le christianisme, ce qui prouve qu'il a été institué par Dieu lui-même, et dans ces conditions, certes, le pape confère l'investiture au roi et à l'empereur universel, mais ne peut pas le lui retirer à volonté, et n'est pas son supérieur. Toute l'histoire de l'État au Moyen-Âge tient dans ces deux conceptions des deux glaives. Les Carolingiens se conçoivent comme les égaux, voire les supérieurs des papes. On ne sait pas trop ce qu'ils en pensaient. Ils administraient Rome, dont ils étaient patrices, dont ils étaient princes, si l'on veut, comme un territoire. Certains disent oui, l'Empire universel doit contenir Rome. Certains successeurs des Carolingiens diront ben non, ça ne doit pas forcément contenir Rome, mais de toute façon, c'est l'empereur qui a le mot ultime, c'est un évêque du dehors. Alors cette conception ira si loin que des empereurs tentent d'enserrer la papauté dans leurs bras puissants, par exemple des années 900 jusqu'à 980 jusqu'à 1070. Ce sont les empereurs allemands qui nomment les papes. Ils leur donnent, comme ils font pour les évêques, un bénéfice particulier, qui est celui de l'Église de Rome, qui a une légère prééminence sur les autres, mais c'est eux qui les font. Donc il y a tout un concept qui va se développant à travers tout le Moyen-Âge, qui veut que l'Empire soit supérieur au sacerdoce, ce qui prépare le chemin d'une espèce d'état absolu dans lequel il y a un pouvoir quasiment absolu. Alors, la lutte du sacerdoce et de l'Empire prend parfois des formes aiguës. Un empereur, en 1077, connaissez l'expression aller à Canossa, se rend à Canossa pieds nus dans la neige pour obtenir le pardon du pape. C'est le triomphe du pouvoir pontifical, parce qu'il a nommé des évêques sans solliciter l'investiture pontificale. C'est la querelle des investitures. Bon, celui-là n'a pas gagné dans cette lutte. Et puis ensuite, il y a les empereurs qui nomment les papes eux-mêmes. Donc il y a une émergence du pouvoir impérial, tel qu'il avait été pensé au départ par les Carolingiens, par Charlemagne, qui tendrait à étouffer le pouvoir spirituel, à s'ériger comme un pouvoir sans limite, avec un administrateur parmi les autres, un peu supérieur aux autres, qui se trouve être le pape, que l'on peut même nommer.
Et il y a des empereurs qui ont prétendu à l'absolue indépendance vis-à-vis du pouvoir pontifical. Au XIIIe siècle, vous avez le cas tout à fait fascinant, bien sûr, de Frédéric II, Hohenstaufen, de la famille des Hohenstaufen, dont les partisans étaient les Gibelins, face aux partisans du pouvoir du pape, qui étaient les Guelfes. La doctrine des Gibelins, ça vient du mot allemand Waiblingen, le nom de la famille de Waiblingen, une déformation. Et les Gibelins, leur doctrine s'exprime dans l'idée que l'empereur est en effet supérieur au pape, qu'il a une vocation à la monarchie universelle. C'est magnifiquement exprimé par Frédéric II. Alors évidemment, ça a été une lutte à mort avec la papauté que l'Empire a perdu. Frédéric II est excommunié, lui aussi. Excommunié, c'est très grave, ça veut dire privé des sacrements pour une personne. Alors au Moyen-Âge, évidemment, c'est la sanction suprême, mais surtout, ça veut dire pour un roi que les sujets sont déliés de leur serment d'obéissance, et que même ceux qui continuent à le considérer comme leur empereur et leur chef sont excommuniés. Il n'y a pas pire terreur pour l'homme du Moyen-Âge, puisque ça veut dire qu'il ne peut plus recevoir les sacrements, et qu'il se trouve donc dans la position possible de mourir sans être en état de grâce, c'est-à-dire sans avoir reçu le sacrement du pardon, les sacrements de l'Église pour partir dans l'au-delà, c'est-à-dire la certitude de la damnation éternelle. Il y a donc évidemment une forme du pouvoir extrêmement forte, et l'Empire perdra sa guerre contre la papauté, qui devient, elle, triomphante. Donc le projet d'un État intégrateur, potentiellement du monde tel qu'on pense, c'est-à-dire de l'Europe, dans un pouvoir, dans le fond, sans limite, parce qu'il est conféré par Dieu, et qui soumet le religieux au bon vouloir du politique, avec d'ailleurs des princes remarquables. Frédéric II Hohenstaufen, c'est un personnage extraordinaire, vraiment très très passionnant. Ce projet-là, il échoue véritablement, totalement. On peut dire à la mort de Frédéric II en 1250. Après, il n'y a plus d'empereur. Bon. Alors là, j'ai l'air de vous faire une histoire linéaire de l'État en Occident et au Moyen-Âge. C'est tout sauf ça. Et là, bien entendu, la conception même de cet État, véritablement, elle est renée de ses cendres au tournant des XIe et XIIe siècles. Il y a une longue période dans laquelle l'État s'effondre. En Occident, l'État, il a connu une évolution en dents de scie. Certes, les Carolingiens, c'est un État au sens weberien. Ils envoient des envoyés dans les provinces, ils se réservent des cas de justice à eux. Il y a des envoyés à eux qui sont chargés de rendre la justice dans les cas les plus graves, ce qui veut dire que les seigneurs, leurs vassaux, en sont privés. Donc c'est véritablement un État qui s'érige comme supérieur aux droits particuliers et privés, et provincial et local. Cette évolution n'est pas linéaire. Tout ça se casse la figure en 888. L'État carolingien est partagé en 843. On en fait la naissance des États modernes. Puis en 888, véritablement, l'Empire s'effondre. Certes, la dignité d'empereur continue d'exister, mais en vérité, il y a une division entre les différents rois. Il n'y a plus aucun pouvoir concret qui s'exerce du centre. Et à bout d'anarchie, les barons français éliront un roi en 987 qui s'appelle Hugues Capet. Et c'est là la naissance, effectivement, des nations modernes. Et là, l'État tend à renaître un tout petit peu. Quand l'État carolingien s'effondre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de services publics centraux, si j'ose dire, parce que c'est une manière ridiculement moderne. Quand il n'y a plus d'autorité du prince central, de l'empereur qui s'exerce, d'abord, ça s'étiole en monarchie, mais même ces États monarchiques qui se créent comme la monarchie française n'ont absolument pas les moyens d'exercer un pouvoir central sur leur propre territoire. Donc le deuxième effondrement qui se fait fin XIe siècle, c'est l'effondrement même des États locaux, qui s'effondrent en autant de petites principautés, lesquelles d'ailleurs tendent à leur tour à s'émietter. Ça veut dire que les droits de justice, de battre monnaie, de rendre la justice, de collecter l'impôt, deviennent locaux. L'homme du XIe, milieu XIIe siècle, il vit sous la souveraineté, la seule visible, de son seigneur local. Alors pour pallier cette absence de pouvoir, qui est un facteur de guerre extraordinaire, de lutte de tous contre tous, en observant l'histoire que Hobbes, comme cette théorie, s'il n'y a pas un pouvoir fort au centre, c'est la guerre de tous contre tous. Il faut bien avouer que cette période, 11e, 12e siècle, lui donne parfaitement raison. Donc pour pallier cela, eh bien, on invente un système de services mutuels par lequel un supérieur
accepte de protéger, de rendre des services à un inférieur qu'on appelle son vassal. Le vassal devient l'homme de son suzerain, s'engage à son service pour sa défense, à appeler en défense des territoires lorsqu'il est appelé par son suzerain. Voilà ce qu'on appelle la féodalité. La féodalité, c'est une réponse au vide du pouvoir central quand l'empire carolingien s'effondre. Alors évidemment, l'État renaîtra de très lentes conquêtes. L'État occidental renaît dans le bas Moyen-Âge, au XIIIe-XIVe siècle. Il n'aurait pas dû exister si le projet impérial avait lui réussi. Il n'aurait pas pu exister si la féodalité s'était poursuivie. Et l'État moderne, tel qu'il naît à la fin du Moyen-Âge, il est le fruit de l'effondrement du rêve impérial d'un côté et d'une lente reconquête des pouvoirs centraux sur la féodalité, qui est un système efficace face au vide du pouvoir, dans lequel, dans un système, on peut dire, de service mutuel, on tente de retrouver un peu de paix civile et sociale. Sinon, la féodalité est en soi, enfin, sans ce mécanisme du serment, sans l'appel extrêmement violent de l'Église, du mouvement de la paix de Dieu, qui naît à la fin du XIe siècle, dans lequel on impose des jours où il est impossible, impie, digne de l'enfer, de faire guerre, eh bien, c'est un lapsus qui ne révèle rien, un peu de fatigue. Et donc dans lequel il est impossible de faire guerre. Donc petit à petit, le processus de civilisation reprend et il est une conquête en vérité. La féodalité est une modalité provisoire qui commence vraiment à se déliter à partir du XIIe siècle, qui est le signe de l'effondrement de l'État. Et alors, il y a une exception notable qui est l'Angleterre. L'Angleterre, alors la féodalité, c'est pas forcé, il ne faut pas confondre la féodalité et la seigneurie. La féodalité, elle concerne l'élite sociale. C'est un rapport d'homme à homme, comme on disait à l'époque, de suzerain à vassal, qui a lui-même des arrière-vassaux, ça ne concerne que la noblesse. C'est pas forcément une terre. Le vassal peut recevoir une terre de son suzerain, mais il peut recevoir une somme d'argent aussi. Et ça ne concerne donc que les guerriers, la classe des guerriers. La seigneurie, c'est autre chose, c'est le fait que, peu à peu, de la dispersion des villes suite à la suite de l'effondrement de l'Empire romain, on revient à des concentrations en paroisses et en villages, telles qu'elles se recréent au tournant des 9e, 10e, 11e siècles, ce que des historiens appellent l'encellulement médiéval, autour d'une paroisse, sous la direction des seigneurs et sous la direction des prêtres. La société occidentale se reforme en paroisses et en villages. Elle se reforme en communautés qui resteront l'horizon de la vie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle pour l'immense majorité des gens. Ça, c'est le seigneuriage. Et les paysans peuvent avoir accès aux terres. Il n'y a pas de définition absolue de la propriété privée, moyennant des redevances. Il y a aussi un système de service mutuel. Mais le service vassalique de la féodalité, c'est dans l'aristocratie, entre les guerriers, entre les suzerains et un vassal. Et c'est vraiment la solution qui est trouvée, qui est quand même relativement anarchique, pas terriblement puissante, pour faire pièce à l'anarchie du pouvoir central. J'ai dit que petit à petit, la féodalité se civilise grâce au mouvement de la paix de Dieu. L'Église, il lui reste, dans cette anarchie des États, dans laquelle elle perd énormément évidemment, et il lui reste le pouvoir sur les consciences. Et dans les historiens depuis le XIXe siècle, on en a usé et abusé. De fait, elle promet l'enfer, la peur de l'enfer est un des grands structurants du Moyen-Âge. Elle mobilise toute une imagerie sur l'enfer, le diable, qu'à notre époque on va trouver sympathique, avec ses petits sabots, et ses petits sabots fourchus et son air de sortir tout droit d'un four. Mais à l'époque, c'est une imagerie qui fait peur. Alors, bien sûr, et là aussi je renvoie à c'est une première réflexion sur qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que le processus de civilisation. Évidemment, vu de notre point de vue, c'est horrible. Il n'y a même pas plus horrible comme mécanisme d'exercice du pouvoir que celui de la peur, et de cette peur aussi radicale de la damnation éternelle, qui joue un rôle considérable dans la psyché des peuples chrétiens, pas que chrétiens, mais enfin notamment chrétiens. En même temps, quel autre mécanisme de civilisation ? Comme l'a très bien montré un très grand historien que j'aime énormément, qui s'appelle Norbert Elias, qui est un sociologue en vérité appliquant la méthode sociologique à l'histoire dans la dynamique de l'Occident, il montre que le processus de civilisation en Occident, c'est le processus très lent. Pour en rendre compte, il analyse à partir de la fin du XIVe et à chaque fin de siècle, en France, les rituels de politesse à table.
Et la dynamique vous allez comprendre pourquoi. Parce que la dynamique de l'Occident, dit Norbert Elias, c'est un processus de répression, d'intériorisation des pulsions. De répression des pulsions. L'homme du Moyen-Âge est pulsionnel. L'aristocrate du Moyen-Âge est pulsionnel. Rien ne retient ses pulsions. Pourquoi ? Parce que les circuits économiques sont extrêmement courts, on fonctionne en autarcie, on n'a pas besoin de tellement d'autres hommes dans l'échange, les fonctions sociales et les fonctions productives sont exercées dans de petits nombres, dans des petites communautés encellulées, donc on n'est pas tellement interdépendants les uns des autres. Et, dit Norbert Elias, du coup, rien ne retient les passions, rien ne retient les pulsions. Et c'est la raison pour laquelle le Moyen-Âge est à la fois l'âge des grands élans mystiques, et en même temps des grands massacres, et en même temps des grandes horreurs, par lesquelles cette société est capable de construire de fabuleuses cathédrales, d'avoir des élans incroyables comme de courir en Terre Sainte pour les croisades, de parler sans cesse de charité, de justice, des mots qui vraiment commencent à être très importants dans la théorie du pouvoir, est en même temps capable, parfois dans la même personne, des pires violences. On pense au personnage d'un des adjoints de Jeanne d'Arc que fut Gilles de Rais, grand chrétien, grand combattant aux côtés de Jeanne d'Arc, qui fut en même temps condamné pour d'abominables crimes d'assassinat et d'abus sur des enfants. Donc qui est une des pires figures du Moyen-Âge. Dans le même mouvement, souvent dans le même homme, vous avez toute cette dimension pulsionnelle, et le processus, alors à ce processus d'intériorisation des pulsions, la peur participe considérablement, la peur au fort intime, la peur radicale de l'enfer éternel. Et certes, c'est peut-être une leçon assez pessimiste sur la nature humaine ou sur le processus de civilisation, mais c'est toute l'ambiguïté, en tout cas des phénomènes historiques, qui fait que quelque chose d'aussi atroce et qui est aussi éloigné de la sensibilité contemporaine ait pu être un instrument de civilisation, effectivement. Alors donc l'État, il vit sur un rythme un peu diastole-systole, un peu... de temps en temps ça revient, de temps en temps ça repart. Vous avez des siècles entiers vraiment d'anarchie, à peine palliés par une noblesse féodale qu'on a beaucoup de mal à domestiquer. L'État médiéval est enfin le fruit d'un miracle, parce qu'il échappe de peu à la théocratie pontificale. La doctrine des deux glaives va se radicaliser dans deux directions, à partir du Xe siècle et de ce qu'on appelle la réforme grégorienne du pape Grégoire VII. Un homme à poigne, celui-là, un des premiers hommes à poigne papes du Moyen-Âge. Que dit Grégoire VII ? Il dit d'abord, jusqu'à présent, le siège de l'évêque de Rome jouissait d'une légère prééminence. En vérité, le Christ lui-même a institué le premier des apôtres, dont je suis le successeur direct, comme chef de son Église. C'est-à-dire qu'il y a une primauté du pape, qui a même le droit de déposer, s'il l'entend, des évêques. Alors ils se fondent sur toute une interprétation des textes, et à ce moment-là, au moment de la réforme grégorienne, le pape change de titre. De vicaire de Pierre, il devient vicaire du Christ. On voit que le boss a un peu changé, et que la source du pouvoir est quand même nettement plus sûr et plus affirmé, il devient vicaire du Christ. Donc il y a une affirmation, c'est la première affirmation de l'Église en tant que hiérarchie, mais hiérarchie vraiment concrète, avec le droit de déposer, le droit de nommer les évêques. Ça c'est la première dimension. D'où la querelle des investitures en 1077. Un empereur qui ose investir des évêques sans en référer, sans avoir l'autorisation du pape, commet un abominable crime contre la volonté divine qui a institué ce pouvoir sur la terre, sur les choses spirituelles, ça a toujours été entendu d'ailleurs, mais en un sens d'un pouvoir absolument réel et exclusif. Et ça c'est nouveau. Et très supérieur à tous les autres pouvoirs, dont l'Église. Et ça également, c'est nouveau. Non. À cette époque, il ne faut pas faire d'anachronisme, c'est pas encore le dogme de l'infaillibilité pontificale, mais c'est quand même l'idée que l'Église n'a jamais erré dans la définition des doctrines. Le pape n'est pas infaillible quand il prédit le temps qu'il va faire demain, mais dans la définition doctrinale des composantes de la foi, l'Église n'a jamais erré parce qu'elle est une créature de l'esprit, une création de l'esprit, et cette création de l'esprit, le pilote de tout cela, c'est le pape. Donc là, il y a vraiment la première affirmation du pouvoir pontifical qui est très forte. La deuxième affirmation, c'est, dans la querelle des deux glaives, d'affirmer que l'empereur n'est qu'un employé du pape. Grégoire VII ose affirmer que l'empereur a dans l'Église un rang inférieur au dernier des ordres ecclésiastiques, au dernier des grades ecclésiastiques, qui est celui d'exorciste.
Voilà une affirmation extrêmement osée. Et la deuxième dimension de la réforme grégorienne, c'est de dire, c'est la hiérocratie, le pouvoir du sacré. De dire, il y a deux glaives, d'accord, mais l'Église et les chrétiens ont été institués comme corps, ils forment un seul corps, un corps à deux têtes, ce serait un monstre. Il n'y en a donc qu'une. Il y a deux glaives, en effet. Il n'appartient pas à l'Église de tirer le glaive, comme le montre le texte de Luc, qui dit « remets ton épée au fourreau ». Mais pour sa défense et pour étendre la chrétienté, l'empereur a une espèce de vicaire lui-même, une espèce de factotum, qui s'appelle l'empereur. Le pape, pardon. A une espèce de vicaire de factotum, qui s'appelle l'empereur. Et moi, le pape, dit Grégoire, j'ai le droit d'excommunier l'empereur, de le déposséder, ce qui doit faire se retourner Charlemagne dans sa tombe, de dire qu'il n'est plus le souverain, et s'il a failli à sa mission, eh bien, de désigner quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le pape Zacharie en répondant à Pépin le Bref. Pépin le Bref lui a dit, c'est qui qu'il faut appeler roi, cher pape? Le pape lui a répondu, moi je te dis que celui qui est roi, c'est celui qui exerce réellement le pouvoir. On voit bien que le pape Zacharie a déposé le dernier roi mérovingien en faveur de son maire du palais, Pépin le Bref. Donc moi, Grégoire, j'ai le droit d'excommunier, de déposer un empereur. Et bien entendu, s'il revient à Canossa et qu'il fait sa soumission, je veux bien lui remettre son pouvoir. Alors là, il y a une affirmation, une suraffirmation dans cette double dimension du pouvoir des papes sur les églises et sur les rois. Alors évidemment, ça s'inscrit directement en faux contre la possibilité de créer des États cohérents, dont la souveraineté soit complète sur leur territoire, puisqu'il y a des juridictions réservées pour les prêtres, les juridictions ecclésiastiques, puisque le roi peut toujours être soumis à déposition, à excommunication et à déposition s'il faillit dans sa mission ou s'il ne plaît plus au vicaire du Christ, enfin pour des raisons réelles bien entendu, et puis parce que le roi des rois, le chef ultime, c'est le pape. Alors les papes appliquent cette doctrine. Ils appliquent cette doctrine en 1250, encore une fois en 1236, je crois pas faire d'erreur, en 1236, Frédéric II est à son tour excommunié et déposé par un pape qui d'ailleurs a une déception amère, parce il avait été le pupille d'Innocent III, et Innocent III se révèle être le pire adversaire qu'il fut jamais, alors qu'il pensait l'avoir convenablement élevé. Il y a des conflits, le pape est un prince, il a des intérêts des États. Par exemple, Frédéric II est à la fois empereur, roi d'Italie, et il se considère comme roi de Rome, et roi de Sicile, et la Sicile est devenue un fief vassal des États pontificaux pendant la féodalité, avec querelle infinie. Frédéric est un épouvantable rebelle, donc il est excommunié, déposé par le pape. C'est arrivé de nouveau avec certains successeurs de Frédéric II. L'Église a toujours été sauvée au dernier moment. Soit le roi et sa troupe mouraient, l'empereur et sa troupe mouraient décimés par la malaria. Frédéric II est excommunié, déposé, je me trompe, en 1245, il meurt en 1250. Sinon, ce serait pas trop ce que serait devenu la papauté. Donc, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, la papauté pose des actes qui sont directement en contradiction avec l'affirmation des pouvoirs des rois, pose des doctrines qu'elle prétend évidemment être issue de la plus vieille tradition, selon laquelle le pape est l'empereur des rois, est le roi des rois, a l'ultime pouvoir de consacrer, de déposer, etc. Bien entendu, l'État, au sens de la cohérence territoriale, sous un pouvoir unique qui règle l'ensemble des problèmes, n'aurait pas pu naître si la préoccupation impériale ou si l'anarchie féodale avait émietté l'Europe en multiples petits États, ou si les prétentions de la hiérocratie avaient abouti. Alors le pape gagne la querelle contre l'Empire. Après la mort de Frédéric II, la papauté l'a absolument emporté. Bien mal acquis ne profite jamais, dirait-on, puisque le pape, pour des tas de raisons, n'a pas pu donner un sens concret et durable à sa victoire sur l'Empire. D'abord, les empereurs successifs continuent à dire « mais vous n'avez pas le droit, c'est nous qui désignons les évêques, etc. » Et ils ignorent tout simplement les prétentions des papes. Et quand on créera vraiment le Saint-Empire romain germanique, créé par la bulle d'or de 1356, eh bien l'empereur retrouvera des pouvoirs sur l'Église allemande. Et il considérera surtout, à partir de la bulle d'or 1356, qui est la constitution du Saint-Empire romain germanique, qu'il est oint par le pape, mais que c'est un pouvoir lié, pas discrétionnaire, pour reprendre un peu de termes de droit. C'est-à-dire qu'il lui suffit d'être élu par les électeurs,
et il est roi légitime. La papauté confère le titre honorifique impérial. Plusieurs empereurs resteront rois de Germanie, puisque les papes leur refuseront le titre impérial, ils s'en foutent complètement, pour dire le vrai. Et effectivement, le pape confère le... Mais du coup, ce problème tombera dans l'oubli, parce que la prétention de la papauté ne peut pas être soutenue. Par quels moyens le pape ferait-il respecter ses droits sur les églises allemandes, le droit de nommer les empereurs? Il n'en a absolument pas les moyens, à commencer par militaire. Donc les empereurs qui deviendront Saint-Empire romain, qui viendra le Saint-Empire romain germanique, dont Voltaire a dit ensuite que sa caractéristique était de n'être ni saint, ni romain, ni empire, deviendront effectivement totalement autonomes, indépendants, et se considéreront comme faits rois par leurs électeurs, dont le nombre ira croissant jusqu'au XVIIe siècle. Donc ça échoue pour cette raison. Deuxièmement, face au pape, et dans la déshérence du pouvoir impérial, le rêve de l'empire universel ayant échoué, comme je l'ai montré, les monarchies renaissent. Et puis, petit à petit, elles reprennent le pouvoir sur la féodalité. Et la création de l'État moderne, ça commence véritablement au XIIIe siècle. En France, ça porte le nom d'un roi extraordinaire, mais qu'on n'aurait pas forcément aimé inviter à dîner, et qui s'appelle Philippe IV le Bel. Philippe IV le Bel est entouré d'une armée de juristes très efficaces. Les deux plus connus, c'est Enguerrand de Marigny et Guillaume de Nogaret, et des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Il prétend, Philippe IV le Bel, soumettre à sa juridiction, y compris les prêtres. C'est la querelle des juridictions ecclésiastiques. Scandale du pape. Alors il tombe sur un pape qui n'est pas bien facile, qui s'appelle Boniface VIII, qui est un juriste, et qui reprend en 1308, dans une décrétale, reprend toute l'affirmation de la hiérocratie pontificale, en disant en substance au roi, mais tu n'es qu'un nain, je traduis dans mon langage, donc tu n'es qu'un nain sur le plan des questions spirituelles, il faut qu'il existe des juridictions ecclésiastiques, tu n'as aucun pouvoir sur mes évêques, et d'ailleurs c'est moi qui peux te retirer ta dignité royale. Alors, le problème, c'est qu'en 1308, il est un peu tard pour le dire, la monarchie française a commencé à ressusciter, je reviendrai sur ce point, et du coup, un peu énervé, beaucoup énervé, Philippe IV le Bel, qui a en plus des projets pour s'emparer des biens des Templiers, envoie Guillaume de Nogaret, son fidèle factotum, dans un geste qui a stupéfié la chrétienté, gifler le pape Boniface VIII, lequel, dit la légende, en meurt quelques mois après, on comprend. C'est pas très drôle comme situation, donc il meurt quelques mois après, alors qu'il a été emprisonné brièvement. C'est l'attentat d'Anagni en 1308, comme on dit, où c'était les attentats à façon Moyen-Âge. Quand le pape recevait une gifle, c'était un attentat terrible, parce qu'effectivement, c'était un attentat à sa dignité. Et c'est donc l'affirmation, et là on peut dire qu'il y a le tournant, sous Philippe IV le Bel, il y a le tournant de l'affirmation de la monarchie. L'Empire, c'est mort, face aux prétentions de la papauté. Et notre Philippe IV le Bel, donc, ensuite, s'assure, comme ses successeurs, d'une papauté beaucoup plus docile qu'il transporte en Avignon. C'est le début de la papauté d'Avignon, avec le Grand Chiffre, il y a eu jusqu'à 4 papes, antipapes, donc ça a été vraiment très désordonné jusqu'à 1417. Si vous visitez Avignon, vous verrez les traces de la papauté d'Avignon. Donc la monarchie, l'État au Moyen-Âge, il naît de l'échec du rêve impérial, de la lente reconquête, je vais y venir, du pouvoir des rois sur la féodalité, et non pas de l'échec, mais de la déshérence, du tombé en impuissance, du rêve de hiérocratie ou de théocratie pontificale, qui pourtant a paru triompher au moins pendant un siècle, de 1250 à un siècle, j'exagère sans doute, pendant un demi-siècle, dans lequel les papes ensuite n'en avaient plus véritablement les moyens d'assurer ce système de pouvoir. L'État renaît donc d'une lente reconquête sur le pouvoir de la féodalité des rois. C'est très net en Angleterre. En Angleterre, il n'y a jamais vraiment eu d'effondrement de type féodal, et les rois ont toujours maintenu des shérifs, qui étaient des fonctionnaires locaux nommés par les rois, ont toujours eu des tribunaux itinérants jugeant dans toutes les terres d'Angleterre les cas les plus graves. C'est-à-dire que la justice n'a jamais été totalement appartenue aux pouvoirs locaux. Donc la monarchie anglaise, elle poursuit son bonhomme de chemin en quelque sorte, et elle aussi, elle a maille à partir, avec ô combien de violence, avec la hiérarchie
ecclésiastique, et elle aussi l'emporte son combat, hein, c'est meurtre dans la cathédrale. C'est Thomas Becket, archevêque de Canterbury, qui est assassiné par son roi Henri II parce qu'il refuse de lui obéir, et il prétend justement lui aussi, en tant qu'archevêque de Canterbury, à une forme d'autonomie dans le gouvernement de l'Église. Hein, ça ira très radicalement en Angleterre, parce que finalement les rois d'Angleterre se sépareront de l'Église de Rome avec une Église autocéphale. Et donc les rois de France, donc la France, l'Angleterre, naissent comme État-nation. Alors d'abord, la monarchie, de plus en plus, elle affirme son pouvoir sur, non pas un principe multinational, mais un territoire. Donc l'État naît quand il s'associe à une base territoriale. La France commence à être définie sur une base territoriale. Le roi y affirme, alors ça c'est l'œuvre des légistes de Philippe IV qui vraiment le mettent en forme, affirme qu'il est empereur en son royaume, c'est-à-dire qu'il dispose de la plénitude des pouvoirs sur la base territoriale qu'est le royaume de France. Et concrètement, il commence à reconquérir les droits de l'État central tels que ça existait sous Charlemagne. Par exemple, le droit de lever l'impôt. L'Angleterre réussit à imposer ses droits, à imposer à ses rois le consentement des sujets. C'est l'origine des parlements, lesquels, au XIVe siècle, deviennent permanents. Enfin, chaque fois que le roi veut lever des impôts, il est obligé d'avoir recours au Parlement. Les rois de France réussissent, ça a failli réussir quand Jean de Lebon était prisonnier des Anglais pendant la guerre de 100 ans. Il a failli s'imposer à un Parlement pour consentir à l'impôt. Mais son fils Charles V, qui est un homme à la fois brillant et de beaucoup d'habileté et d'autorité, réussit à ne pas réunir les parlements, à ne pas réunir les États généraux pour consentir à l'impôt. Donc là où la tentative parlementaire limite le pouvoir royal presque d'emblée au XIVe siècle, en Angleterre, ça échoue en France. Et plus tard, bien entendu, ce sera la voie, mais beaucoup plus tard, pour la monarchie absolue. Donc le droit de l'impôt. Peu à peu, les rois ressaisissent le droit de justice, en supprimant, cause après cause, les moments ou les raisons pour lesquelles les grands seigneurs peuvent rendre la justice sur leur terre. Ils ressaisissent le droit de justice. Ça se fait, c'est fait en France fin XIVe siècle. Ils s'assurent un service financier permanent et un service de chancellerie permanente. Ça renaît 13-14e autour d'une diplomatie véritablement indépendante de roi à roi, qu'un système de chancellerie, c'est-à-dire un système de savoir et d'écrit, Henri II Plantagenet, et en France Philippe IV le Bel, un système financier de collecte permanente de l'impôt, avec ou sans consentement des barons, sans consentement dans la France, qui fait une monarchie d'emblée plus forte d'ailleurs, enfin au pouvoir mieux assuré, base territoriale, et retrait du droit de justice. Là encore, il y a des hauts et des bas. Philippe IV le Bel, il meurt en 1314. Avec la guerre de 100 ans, l'État central va s'affaiblissant. Il est ressaisi à la fin de la guerre de 100 ans par le monarque qui rétablit en France définitivement les droits du roi. C'est pas un monarque absolu pour autant, mais les droits du roi qui ressaisit les pouvoirs au centre et qui s'appelle Charles VII, à la toute fin de la guerre de 100 ans, qui était... alors lui, il a supprimé la dépendance du roi vis-à-vis des vassaux pour l'armée. Il y avait un service créé par le capitulaire de Boulogne-sur-Mer en 811 par Charlemagne, qui établissait que les vassaux amenaient les hommes quand le roi avait besoin de faire la guerre. Charles VII crée une armée permanente, financée par son propre trésor. Et ça va avec l'élargissement du domaine royal. Au début, Hugues Capet, il gouverne autour de Paris, l'Île-de-France. Il est duc de France, en fait, roi de France, mais c'est un seigneur parmi les autres et il doit vivre de son domaine. Puis peu à peu, avec obstination, les rois de France élargissent leur domaine et ont en souveraineté directe, et donc des revenus beaucoup plus importants, un territoire croissant, de même qu'ils agrègent des provinces et qui réduisent les pouvoirs des grands. Donc c'est pas très étonnant que la France ait pu concevoir le système de la monarchie absolue, mais beaucoup plus tard. Alors je voudrais terminer par quelques questions. Que nous apprend cette période sur la résurrection de l'État ? D'abord que la résurrection de l'État, il n'y a aucune raison de la penser de manière linéaire et hegelienne. Il est des conditions dans lesquelles l'État s'effondre. Et pourquoi est-ce que l'État s'est à plusieurs reprises effondré ? On va dire parce qu'il n'avait pas les moyens matériels d'exercer sa souveraineté, j'en conviens. Je pense que plus profondément, l'État s'effondre quand il ne rend plus suffisamment service. Il n'est pas du tout prouvé que les petits seigneurs post-carolingiens, disons du X et du XIe siècle, gouvernaient plus mal que les rois faibles et quelque peu décadents qui ont succédé à l'Empire carolingien.
Et donc, il y a d'ailleurs une demande, Pépin le Bref en a été le premier bénéficiaire, puis ensuite les rois qui sont approuvés et soutenus, qui ne font pas l'objet de révolte, c'est des rois relativement à poigne, qui arrivent à maintenir l'ordre par leur puissance, en vérité. Alors c'est une forme assez primitive de rendre service, mais dans le fond, l'État, il n'y a pas de raison de le penser comme définitivement établi. Et il n'existe, et toute forme de pouvoir dans le fond n'existe, que s'il rend suffisamment des services. Je pense souvent à ça quand je pense à la structure de l'Europe, dans le fond. C'est beau le projet européen, mais la beauté suffit-elle ? Il convient qu'une structure de pouvoir institutionnel rende des services si elle veut continuer à exister. C'est vraiment la leçon de cette période. Les grands principes, comme par exemple la hiérocratie pontificale, n'ont pas pu se maintenir parce qu'ils n'en avaient pas le pouvoir. Puis dans le fond, parce que personne n'était demandeur, ni plus ni moins, parce que ça ne rendait pas tellement service au peuple concerné. Donc, la nature du pouvoir aussi est intéressante à cette époque. Toutes les doctrines font ressortir, même quand on pense l'Empire universel, après les rois de France se pensent comme empereurs en leur royaume, le caractère, alors ça c'est plein de tous les œuvres de tous les théoriciens, avant la redécouverte d'Aristote, disons avant mi-XIIe ou après, sous l'influence de saint Thomas d'Aquin, le pouvoir est pensé comme contractuel. C'est-à-dire qu'il ressortit d'un contrat, comme la féodalité, mais entre un roi et son peuple. Le roi doit avoir un certain nombre de caractéristiques, garantir un certain nombre de choses, la justice par exemple, gouverner comme un bon prince chrétien, la notion du bon prince chrétien, très importante dans la renaissance de la monarchie, et son pouvoir est conditionnel. Il est conditionnel et il est conditionné au maintien de la justice et d'un certain nombre de caractéristiques dans la pratique du pouvoir. Ça, je crois que c'est une invention assez typiquement occidentale que celle d'un pouvoir conçu, dans le fond, de manière implicite, sans doute, comme contractuel. Tous les théoriciens du Moyen-Âge tentent de penser le droit des légitimes révoltes. Et tous, ils disent, c'est quand le roi a cessé d'être chrétien, d'agir selon les commandements de Dieu. Alors évidemment, c'est une réponse particulière à une époque particulière, mais ce qu'il en reste d'intéressant, c'est la notion d'un pouvoir qui ne peut être contractuel et qui, comme disait Tocqueville, ne peut dans le fond reposer que sur le consentement implicite ou explicite des gouvernés. Je parlais aussi de la notion d'histoire. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Spontanément, on est plutôt pour l'Empire que pour l'Église, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. On se dit quand même, Frédéric II, c'est un mec passionnant, de la grande culture, très grand esthète, homme de lettres. À côté de ça, les papes, ils font, pardonnez-moi l'expression, un peu facho dans tout ça. C'est-à-dire que ça fait un peu Pierre Fouettard, et puis attention, il y a l'enfer, et puis bon, voilà, tout ça n'est pas bien sympathique, et on se dit, ça aurait quand même... Bon. Alors évidemment, la réalité est tout autre, bien entendu. D'abord, il ne faut pas projeter des catégories anachroniques. Personne n'a inventé la liberté de conscience, le droit de choisir sa religion. Frédéric, quand il résiste à Innocent III, il lui dit là quand même tu abuses, la vraie théorie des deux glaives, c'est moi qui l'applique, et la vraie théorie des deux glaives, c'est de dire qu'il y a une autonomie du pouvoir impérial. Il dit pas, il dit mais bien sûr que le pape est mon supérieur en matière religieuse et spirituelle, il n'y a aucun problème là-dessus, j'ai jamais nié ça, c'est pas un ancêtre des libres penseurs, Frédéric II. Alors, mais quand même il est plus sympathique que Innocent III avec les papes du Moyen-Âge, avec leur droit de déposition, l'interdit jeté sur Jean sans terre et tout ça. En même temps, comme disait Marx, les hommes font l'histoire mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. C'est cette prétention hiérocratique qui, ayant fait échouer l'Empire, nous a donné la possibilité, bien plus tard, d'une séparation du religieux et du politique, et qui est le substrat ultime et lointain de nos États démocratiques. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a d'autres territoires dans lesquels cette histoire ne s'affirme pas comme telle. La monarchie russe, par exemple, elle est restée patrimonialiste jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'État est la chose du prince. En Occident, pas du tout. Les concepts de l'Église l'interdisent. C'est pas la chose du prince, d'ailleurs il y a le droit réservé des évêques et des clercs. Et puis le roi, il a un supérieur, c'est Dieu. Et Dieu s'exprime par moi, le vicaire du Christ, dit le pape. Si l'Empire l'avait emporté, on aurait probablement connu une évolution à la russe. C'est-à-dire un enfermement total du spirituel dans le politique, une domination totale du spirituel par le politique, l'Église russe ayant déclaré son indépendance par rapport au pouvoir politique, better late than never, en 1917, dans un synode. C'est un peu tard, peut-être. Alors ça a déterminé aussi une société civile beaucoup moins autonome.
L'intérêt de la victoire de la papauté, c'est qu'il y a toujours eu en Occident une réserve face au pouvoir. Les papes n'ont pas pensé comme ça du tout. C'est pour ça que je dis, après Marx, les hommes font l'histoire mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Quel paradoxe, quelle ironie. Là où le pape se disait « j'affirme le pouvoir de la théocratie, de la hiérocratie », c'est cela qui nous a sauvés de l'empire universel, c'est-à-dire d'un pouvoir sans frein, sans limite, ayant tout pouvoir sur la société civile, et qui en Russie, par exemple, du fait de son patrimonialisme, n'a jamais vu se dégager un espace spécifique du religieux, un espace spécifique du non-religieux dans la société, un pouvoir laïque. Jusqu'au bout, le tsar de toute la Russie a gardé des pouvoirs religieux, jusqu'au bout. Ce qui n'a pas du tout été le cas dans les monarchies françaises, même si le roi bénéficie de pouvoir de guérir le jour de son sacre, ce qui manifeste sa dimension sacrée, laquelle ne disparaît jamais. Ok, les rois thaumaturges, très bien. Mais ça n'a jamais évolué ou involué comme ça, et c'est ce qui a pavé la voie à l'idée d'une autonomie du politique et du religieux. Il y a une espèce de retournement. C'est vrai que les hommes ne savent pas l'histoire qu'ils font. Et si le pape l'avait su, probablement qu'il ne l'aurait pas fait, parce que c'est ça qui préparait, encore une fois, l'autonomie véritablement devenue radicale du pouvoir civil. Alors, je ne vais pas refaire le providentialisme, mais quand même, c'est comme cela qu'on en est arrivé à la liberté moderne. Par quelques autres concepts paradoxaux aussi, se développe, il faut bien reconstituer la légitimité. Sur quoi le pouvoir royal peut-il s'affirmer, peut-il se fonder comme concept? Alors, il y a une théorie c'est pas étonnant d'ailleurs, qui se développe peu à peu en Angleterre. C'est l'idée que, à l'imitation du Christ, le roi a deux corps. Tout pouvoir vient de Dieu, a dit saint Paul. Le pouvoir royal est donc conféré par Dieu. Alors, par le Dieu via le pape, ou par Dieu direct? C'est le gros débat du Moyen-Âge. Alors, les juristes anglais, à partir du 15e, 16e siècle, commencent à dire, bon, le roi, son pouvoir est donné par Dieu, et à ce titre, c'est pas un homme ordinaire, c'est pas juste une personne comme vous et moi, c'est comme l'Église, le roi a deux corps. C'est que l'Église, l'Église a deux corps. Le Christ, pardon, a deux corps, pas l'Église, a deux corps. Il a son corps physique, d'homme ayant vécu, ayant été crucifié, étant mort, hein, d'homme. Et puis il a son corps mystique. Son corps mystique, c'est l'assemblée de tous ses fidèles, c'est l'Église. Le corps mystique du Christ, c'est l'Église. C'est l'essentiel, la base de la théologie de l'Église. Alors, disent les juristes anglais, ben, le roi c'est pareil, il a deux corps. Il a son corps de personne physique, qui est d'ailleurs inviolable et sacré. Le pire des crimes, c'est la tentative d'assassinat du roi, l'assassinat du roi, le régicide, qui est puni par les supplices les plus abominables, parce que c'est et la volonté divine et celle du corps social qui s'abattent sur le criminel, non? On le voit avec Ravaillac ou avec Damien en France qui a tenté, pas d'assassiner Louis XV, mais il lui a donné un coup de couteau entre deux côtes, et Louis XV, qui était une âme sensible, a voulu le gracier. On lui a dit c'est impossible, il n'en est pas question. Et le supplice de Damien est décrit par Michel Foucault dans Surveiller et punir, c'est la première page de Surveiller et punir, c'était horrible, abominable, il a dit rude journée au début de la journée, en effet, quel humour, parce que c'était abominable. Et pourquoi? Parce que ça manifestait la destruction absolue de l'homme qui avait attenté à la clé de voûte, à l'interface entre Dieu et les hommes, quoi. Donc c'était le crime des crimes. Bon, et donc le roi a donc deux corps. Il a son corps physique, d'ailleurs inviolable et sacré, et puis son corps mystique. Le corps mystique, c'est l'assemblée, comme dans l'église des chrétiens, l'assemblée de ses sujets. Alors ça ouvrait la voie aussi à la distinction des deux corps. Et petit à petit, le corps mystique se distingue du corps physique. C'est pour ça qu'on en vient à dire le roi est mort, vive le roi. C'est le principe qui vit, c'est pas la personne. Et peu à peu se détache le deuxième corps, le corps mystique entre guillemets du roi, l'assemblée des fidèles, le corps social lui-même, se détache pour peu à peu prendre son autonomie et son indépendance pour exister à part du corps du roi. Et même peut-être pour préexister au roi, et pour pouvoir dire que le roi n'a comme justification que de permettre l'existence du corps mystique, c'est-à-dire de l'assemblée qui bientôt sera la nation. Donc il y a des espèces de retournements de l'histoire totalement imprévisibles sur le moment, et effectivement notre période l'illustre assez bien, où véritablement l'Église ne savait pas l'histoire qu'elle faisait, et pourtant il y a eu une dimension entre guillemets providentielle, pragmatiquement si vous voulez, qui a permis cette évolution étrange, puis ensuite la déshérence, le caractère intenable des pouvoirs hiérocratiques, a fait que, en effet, comme l'Empire n'a pas gagné, on a pu dégager la voie d'une autonomie du religieux et du politique, et donc préparer l'évolution typiquement occidentale de la laïcité. Alors je ne fais pas d'anachronisme, hein. Innocent III n'est pas
l'inventeur de la laïcité. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Simplement, ça déclenche une histoire de très long terme qui aboutira là où on sait à la période contemporaine. Et cette période contemporaine, on verra ça un peu plus la prochaine fois avec la monarchie absolue, elle s'exprime sous le fait que la monarchie connaît sa meilleure évolution quand elle colle avec une nation, c'est-à-dire avec un territoire sur lequel vivent des gens qui veulent vivre ensemble. Quand on en conquiert d'autres, ils font pas mine de s'en aller. Bref, ils veulent vivre ensemble. C'est la nation, et là vraiment, la base territoriale se confond avec un vouloir vivre collectif, avec des caractéristiques culturelles véritablement à partir du XVIe siècle. Dans les armées du XVIe siècle, il y a encore la notion, il y a par exemple, je sais pas, beaucoup de vassaux, puisque le terme restait, même si la réalité n'était plus du tout féodale, de François Ier, qui sont passés dans son camp, puis dans le camp de l'empereur, puis qui sont revenus. Il n'y avait pas encore la notion de fidélité nationale, mais elle va s'inventant à partir du XVIe siècle et de l'État-nation. Alors l'État-nation est-il, l'État territorial devenu nation, est-il l'horizon indépassable de notre temps ? Peut-être. On est bien en Europe, donc on tente de construire, peut-être est-ce là un reste à très long terme, de cette notion d'empire universel ou d'englobement de peuples ayant des substrats communs dans un système de pouvoir supranational. Après tout, ça existait sous les Carolingiens. Peut-être que ça existera de nouveau sous la forme de l'Europe. Je crois quand même pas qu'on puisse brutaliser l'histoire. Il me semble que la très longue existence des pouvoirs nationaux, des États-nations, leur donne le droit d'exister encore. Il me semble que c'est le seul point de repère et le seul lieu de socialisation des individus. Je ne pense pas qu'on puisse les surmonter d'un claquement de doigts ou par l'invocation, parce que cette histoire montre justement qu'en termes de pouvoir et de définition du pouvoir, l'invocation, ça n'a pas à grand-chose. En revanche, peut-être que l'époque qui vient sera celle d'une articulation d'États-nations continuant à exister avec des ensembles qui les englobent sans les faire disparaître. Oui, je ne prends pas très grand risque. Je ne sais pas ce qui se passera dans 1000 ans. Et pour tout dire, je m'en fiche un petit peu. Voilà, je pense que vous aurez peut-être quelques questions. Et puis bien entendu, on peut, comme on fait ici d'habitude, discuter librement autour de ces quelques thèmes. Un petit peu méconnus, je crois, dont on pouvait tirer de la monarchie médiévale. Voilà. Je vous en prie.